Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile du Passeur Critique. Je suis encore une fois très bien entouré avec Lucien Alflant. Salut, Oli et Manu. Et bien sûr Manuelas. Salut les gars. Alors, une émission un peu spéciale. Là, je souligne qu'on est de retour quand même assez vite derrière les micros. C'est pas mal. On va essayer de tenir un rythme comme ça. On parlera donc de The Wall de Doug Liman et de L'Amant double de François Ozon. Et puis, comme Impitoyable, le film de Clint Eastwood de 1993 ressort au cinéma ce 21 juin, eh bien, on a décidé de faire un petit focus sur les 4 western de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Donc L'Homme des Hautes Plaines, José Wales hors la loi, Pell Rider et Impitoyable. Et donc on va parler un petit peu indépendamment de chacun des films et puis ensuite on essaiera d'essayer de voir un petit peu s'il y a des thématiques qui traversent les 4 films ou des choses qui changent au fur et à mesure du temps. Ou, enfin voilà, on va un petit peu s'amuser à parler de ça tous ensemble. Et comme ça vous fera des idées de films à regarder pour l'été parce que sinon... Le programme n'est malheureusement pas super alléchant pour les mois qui viennent. Mais bon, on essaiera quand même de revenir pour parler de Baby Driver, de Dunkerque, de peut-être même La Planète des Singes, qui sait. Voilà, donc je propose tout de suite qu'on commence avec le gros morceau de la soirée, L'Amant double de François Ozon. Avec toi, je ne connais que le sexe. Et lui, tu penses le connaître? Non, pas vraiment. Lequel de nous deux est le plus séduisant? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne veux pas me le dire. Quand je suis avec toi, je pense à lui. Quand je suis avec lui, je pense à toi. L'Amant double, c'est donc le nouveau long-métrage de François Ozon qu'il a écrit et réalisé, adapté d'un roman de Joyce Carol Oates qui s'appelle The Lives of the Twins. L'Amant double compte à son générique Marine Vac, Jérémy Régnier, Myriam Boyer, Jacqueline Bisset et c'est le Belge Manu Dacos qui a signé la photographie du film. Il faut dire que ce film a quand même représenté la France à Cannes en sélection officielle en mai dernier. Donc voilà, c'est un peu l'image du cinéma français qu'auront Park Chan-wook, Will Smith et Fan Bingbing du cinéma français. C'est sympa de se faire la réflexion. Voilà, donc en tout cas, L'Amant double, c'est l'histoire de Marine Vact qui a des problèmes de ventre. Et alors, elle va chez un psy qui est interprété par Jérémy Régnier. Et puis, ils tombent amoureux, donc ils vont s'installer ensemble, etc. Et puis, elle va apprendre que Jérémy Régnier a un jumeau qui est lui aussi psychiatre. Et donc, elle va s'inscrire à des séances de psychanalyse par le frère de son amant. Voilà, c'est un petit peu tordu, mais c'est que le début du film. Donc, qu'as-tu pensé de ce film, Lucien ? Il y a un adage qui dit que si on réussit le début et la fin de son film, on réussit son film. À l'inverse, quand on foire à ce point le début et la fin de son film, et qu'en l'occurrence, tu mets plus ou moins rien entre les deux, tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde, tu peux pas réussir un film. Et surtout si, comme c'est le cas ici dans L'Amant double d'Ozon, si tu te veux de Cronenberg, de Polanski, de Fincher, de Palma, de Welles, de Verhoeven, y compris Kubrick, sauf qu'il pousse le truc à un tel niveau de lourdeur et de rien que ça donne une dos basse surfriquée qui a rien dans le ventre. C'est vrai que, voilà, on en discutait en off, il y a des moments dans le film qui sont assez drôles, mais il y a un côté aussi que j'ai trouvé concrètement énervant, dans cette volonté de pousser toutes les idées les plus minimes soient-elles au-delà du lourdingue. C'est pas toutes les idées, c'est surtout qu'il en a une ou deux,
et qui finit par les épuiser, à les répéter constamment, ce jeu de miroir constant à l'image, etc. Toute la thématique freudienne qui est ressassée. Au début du film, tu as des petites trouvailles visuelles, tu te dis, tiens, il y a quand même un cinéaste français qui s'est posé des questions un petit peu de découpage, que la plupart de son film va se tourner grosso modo en champ contre champ avec des personnes qui dialoguent sur des fauteuils. Tu sens qu'il y a une petite recherche, et puis d'un coup, ça ne fait que se répéter, et c'est surtout appuyé par une lourdeur symbolique constante. T'as l'impression qu'il bégait à partir de la deuxième scène de son film, et que ça sera constamment ça, quoi. T'es loin de Hitchcock et de Palma, il a beau être sur les plates-bandes, il est loin de l'égaler en termes de classe. Ouais, mais les références sont là et elles sont affirmées. C'est assez étonnant, comme le dit Olive, qu'on choisisse ce type de film-là pour représenter la France à Cannes. La bande-annonce essaye de masquer en te vendant ça comme justement une sorte de grand thriller Hitchcockien, mais en fait c'est plus 50 nuances degrés. Après, je salue quand même les deux acteurs principaux qui vont jusqu'au bout de tout ça. Hein. Ils se donnent, mais elle minote tout du long du film, et lui il surjoue à mort. Donc, ouais, mais à la fois avec le texte qu'ils ont, ils font le job. C'est difficile de dévoiler ça, mais il faut voir les dialogues qui se farcissent, quoi. C'est quand même les dialogues les plus nullissimes qu'on ait vus depuis très longtemps dans le cinéma français. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que l'année dernière, il y a une série Netflix qui s'appelait Marseille, qui s'est fait massacrer par la critique, justement par des dialogues assez explicites sur la teneur sexuelle, mais au moins c'était articulé sur une volonté de dépeindre le monde politique de ce point de vue-là. Là, il n'y a aucun point de vue, sauf que tu as un cinéaste qui a la carte, qui est Ozon. La réception est plutôt bonne, là où un série qui n'a pas la carte se fait juste défoncer, quoi. Je vous rejoins assez bien. Enfin, très très vite, quand on voit le film, on se rend compte qu'on est dans un navet. Enfin, très vite, l'indigence des dialogues en effet, les comédiens ils vont à fond aussi dans une direction. Enfin, ils sont super faux, hein, c'est pas ça, mais donc tout est outré comme ça. On sent très vite que ça tient pas la route au niveau psychologie des personnages, au niveau des dialogues, au niveau de l'écriture, enfin, on vous révélera pas le poteau rose, mais bon, ça tient pas 2 secondes en termes de récit. C'est du gros biscuitage, quoi. Ouais, enfin voilà, tu vois, tu parlais de 50 nuances degrés, on pourrait parler de SAS. Donc très vite, en fait, on se rend compte qu'on est dans un gros navet, voilà, qui tâche, comme tu disais, du gros bis qui tâche. Donc à partir de ce moment-là, on peut en effet voir le film dans une espèce de second degré qui est un peu snob et rire. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai fait, donc voilà, je confesse que j'ai été un peu snob en voyant ce film, mais ça m'a permis de passer une séance plutôt pas trop pénible, on va dire. Tu as serré les fesses comme Jérémy Régnier, quoi. Non, mais il y a une vraie question à savoir de quelle est l'intention de François Ozon, parce que tu dis, ouais, les acteurs, ils y vont à fond, etc. Mais à un moment, ils ont dû se rendre compte quand même que les dialogues étaient indigents, que l'histoire tient pas la route. Quand ils font des choses comme justement la scène où Jérémy Régnier sort des bois, la scène du rêve avec les jumeaux, enfin, il y a des trucs qui sont vraiment purement, qui a trait à vraiment le pire bis italien. Il y a un moment, quand on se vautre à ce point-là, il y a quelqu'un qui doit vous le dire. Je pense que le film est assez incompréhensible autant en tant que film que dans sa démarche. Ça, moi, en sortant de la salle, je ne savais pas. J'étais incapable de dire de où part le film et où il va, quoi. Ouais, mais après c'est étonnant quand même que ce type de film arrive à trouver un financement sans que personne questionne à un moment la nature de ça. Je pense que c'est assez révélateur aussi du dédain de toute une partie de l'industrie française vis-à-vis d'un cinéma de genre, et qui prend ça effectivement de haut et qui s'enfonce dans les pires clichés établis du genre sans jamais les questionner, en se croyant plus malin que la chose, et ça aboutit à un truc... Dans l'inaugural du film, une sorte de travelling arrière sortant d'un utérus avec un fondu enchaîné entre le vagin et un œil. Enfin bon, voilà, on est à ce niveau de lourdeur, quoi. mais c'est vrai que c'est dommage, comme tu le disais tout à l'heure, Manu. Voilà un film français qui, à certains moments, il y a des raccords, des axes de caméra totalement étranges qui seraient merveilleusement utilisés chez De Palma ou quoi. C'est dommage que les rares films français qui essayent ça, enfin tu parlais des miroirs, enfin toutes ces choses-là, ce soit ça, quoi. Tu vois l'imagerie c'est pas l'utérus, ça c'est le clito carrément, hein, le clito de Marina, le clito de Marina et son œil en fondu.
ça me gêne pas outre mesure si c'était circoncis à ça, parce que c'est une façon poétique, symbolique de retranscrire quelque chose par l'image. C'est juste qu'il le répète ad nauseam tout le film. Et c'est un peu ça le problème. On voit que Nakos, qui fait la photo, se spécialise dans cette manière de représenter de manière très symbolique l'intériorité des personnages. Mais le problème, c'est que ça tourne complètement à vide. À part de la symbolique qui avance par résonance, par jeu de miroir, je ne vois pas où ça va. Parce que tu racontes rien des personnages, parce qu'en fait, les personnages sont creux, sont vides. Il y a quand même un récit, enfin, il essaye quand même d'imposer un récit avec cette histoire de jumeaux, de filles qu'elle doit retrouver, etc. Enfin, c'est pas une narration uniquement symbolique comme on a chez Katé et Forzani. Tu sens que une partie de filmographie auquel il s'est rattaché, c'est celle de Verhoeven. Justement, dans sa relecture d'Hitchcock, le côté extrêmement sexué des choses faisait sens, que ce soit dans Basic Instinct ou même dans un film pas forcément très bon de Verhoeven, qui est Quatrième homme. Qui était autrement plus agréable à suivre. Donc pour revenir à l'amant double, il y a quand même une question qu'on pourrait se poser, c'est que voilà, avec cette ouverture hyper rentre dedans, donc de travelling arrière depuis l'utérus jusqu'à l'œil de Marine Vact, et puis tout cette espèce de côté toujours over the top, hyper grandiloquent comme ça. Moi j'ai forcément pensé à De Palma, hein, vous l'avez dit, mais De Palma, il met aussi les pieds dans le plat, il est aussi grandiloquent, il fait aussi des ouvertures hyper bourrines comme ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on adore les films de Palma, je pense par exemple à Carrie, à Body Double ou quoi, et que celui-là fonctionne pas, selon vous? Déjà, premièrement, le traitement des personnages. Je veux dire, des personnages chez De Palma existent. Tu te souviens du personnage de John Travolta dans Blowout, tu te souviens de plein de personnages dans les films de Palma. Là, ces personnages sont juste des archétypes mal dégrossis. Il y a principalement ça, et puis c'est surtout que De Palma est arrivé à un moment où il a créé son propre langage à partir d'Hitchcock. Il a poussé les potards au maximum à cette époque-là, et il a inventé quelque chose. Voilà, c'est juste qu'il n'invente rien. C'est peut-être ça le problème. Pour moi, De Palma a réinventé du Hitchcock avec les moyens de son époque, avec ses propres thématiques à lui. C'est même un truc presque, je trouve, émouvant chez De Palma. Pas dans tous les films de De Palma, mais dans pas mal d'entre eux, il y a presque un côté désolé, j'arrive après lui, quoi. je vais faire de mon mieux, mais j'arrive après Hitchcock. J'ai l'impression que c'est presque un discours sous-jacent dans le cinéma de Palma, là où Ozon est beaucoup plus bâtard dans ses influences. Il prend des petits trucs un peu partout, il crée rien avec ça. Et puis chez De Palma, il y a aussi il y a un lyrisme qu'il n'y a pas du tout, même pas une demi-seconde, dans aucun film d'Ozon. Mais ce lyrisme, alors, qu'est-ce qui fait que la flamboyance, le côté too much des films de Palma fonctionne, et qu'ici, ça se casse la gueule et que ça tombe très très vite dans le navet, dans le ridicule, dans le second degré, dans tout ce qu'on voudra? Peut-être parce qu'il fait les choses, De Palma fait les choses à fond, parfois avec lourdeur, mais avec un tempo, un timing... des mouvements de caméra ou des trucs comme ça qu'essaye Ozon, mais qui dégouline chez Ozon, tandis que chez De Palma il y a vraiment un truc, c'est beaucoup plus sec. Le travelling circulaire dans Body Double pourrait être totalement ridicule, sorti de son contexte, et là ça marche nickel, quoi. Ce qui pour moi ne marche pas du tout chez Lelouch, par exemple, dans le même genre d'idée. Il y a aussi une question, je pense, de rythmique dans ce qu'il tente en termes de mise en scène, et de parfois savoir s'arrêter. Tu peux avoir des plans iconiques un peu imposants, je vais dire, sur des miroirs ou des choses comme ça, mais il y a un moment, il sait s'arrêter, ce que ne fait pas du tout Ozon, où il continue de la première minute à la dernière seconde de son film, avec cette imagerie-là qui rend tout boursouflé, quoi, grotesque. Chez De Palma, t'as pas des dialogues de la teneur d'un Marc Dorcel comme dans Amant double, à part peut-être dans Body Double dont tu parles, mais qui traite justement du monde du porno et qui traite de ça. Donc c'est le sujet. Là, t'as des dialogues d'une vulgarité absolue. Je pense qu'il y a des répliques qui vont devenir cultes, hein, quand même. Qui vont devenir cultes, mais je sais pas à quel point il y a cette volonté nanardesque et consciente ou pas chez Ozon. Après, ça, effectivement, comme dit Olivier, il y a un potentiel de gifs et de répliques cultes sur le film. Je veux dire, entre Jérémy Régnier qui serre doucement les fesses pendant que sa femme est en train de le sodomiser, ou qui parle ouvertement de sa queue. Quand il est en jumeau maléfique, ça, hein, genre viens tout de suite, j'ai envie de te baiser. Non, donc voilà.
Un film qui sombre très vite dans le ridicule et qu'on ne sauvera pas du tout ici. Avec un sublime jumpscare de fin. Ah oui. Enfin bon, bref. Voilà, c'était pour l'amant double de François Ozon, ce qui nous a permis de parler de Palma, ce qui n'est déjà pas si mal. Donc on va enchaîner tout de suite avec le film The Wall de Doug Liman. You're dehydrated. How's this end, man? Death. You will bleed out. Scope is an extension of my eye. You're fading. You're fading. How fantastic. The trigger is an extension of my fist. 1, 2, 3, 4, 5. The rifle is an extension of me. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And I strike you down. I know where you are now. Bang. The Wall, c'est le nouveau film de Doug Liman, qui avait signé notamment Edge of Tomorrow, qu'on avait pas mal aimé au Passeur Critique, qu'on avait bien défendu. Il a aussi réalisé Mr. and Mrs. Smith et La Mémoire dans la peau. Qu'on a beaucoup moins aimé, oui, Mr. and Mrs. Smith. Et La Mémoire dans la peau, donc le premier film de la trilogie Jason Bourne. Qu'on a préféré au suivant. Alors, le film est avec Aaron Taylor Johnson et John Cena. Ça se passe en Irak, à la fin de la guerre en Irak. Et donc, alors que les troupes commencent à partir du pays, il y a deux bidasses qui se retrouvent sous les balles d'un sniper. Et donc, très vite, un des personnages est coincé derrière un mur au milieu donc, du désert, tandis que l'autre est en train d'agoniser. Donc, Manu, tu as envie de commencer peut-être sur The Wall ? Ouais, The Wall, ça montre, c'est un film qui montre un peu toutes les limites en tant que créa de Doug Liman, qui a pu alterner du sympathique avec Bourne Identity, Swinger ou même justement Edge of Tomorrow. Mais ça reste malgré tout plus un faiseur qu'un auteur. Et on voit toutes ces limites dans la manière de filmer l'action dans The Wall, qui reste assez anonyme dans sa manière de filmer une situation qui appelle de toute façon l'exercice de style. Voilà, faut dire, pour préciser, c'est vrai que The Wall a un côté film concept, puisque pendant 1h30, on va être donc avec ce bidasse derrière le mur et qui va très très vite se mettre à établir une sorte de communication radio avec le sniper en question. Ouais, le problème, c'est que The Wall, ce qui plaide toujours en sa défaveur, c'est que tu ne cesses de repenser à ce même type de séquence, le sniper que tu as pu voir au cinéma, que ce soit dans Des Mineurs de Bigelow, que ça soit chez Eastwood, justement, dans American Sniper. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que justement il n'y a pas tant de films que ça qui traitent de la guerre en Irak, même s'il y en a quand même quelques-uns, mais est-ce que justement comme le film a peut-être au niveau rythmique un petit peu des moments de creux, est-ce que c'est pas pour ça que justement on va penser aux bons films qu'on a vus sur la guerre en Irak, soit American Sniper et Des Mineurs? C'est pas, à mon avis, le problème, c'est justement une séquence de sniper implique souvent des personnages figés dans une attente, et comment créer de la tension avec des données établies avec des personnages qui ne bougent pas. Et justement, ça appelle à avoir des grands cinéastes d'action comme ont pu l'être Tony Scott ou John McTiernan, que tu verrais très bien tourner ce type de film, sauf qu'avec le filmage totalement anonyme de Doug Liman, les enjeux géographiques, géostratégiques sont complètement délaissés et ne reste qu'une caractérisation assez pauvre des personnages, où tu vois toutes les coutures du scénario, tous les éléments qui vont faire avancer cette intrigue qui est hyper épurée sont extrêmement voyants. La révélation finale autour du personnage d'Aaron Taylor Johnson, l'acteur de Kick-Ass, est hyper attendue et maladroite parce que tu n'as aucune empathie pour ce personnage-là. On s'en fout sur complètement. l'objet, en fait, il y a un gros souci de mid-cast. Étonnamment, John Cena, qui a moins de présence à l'écran, retient beaucoup plus l'attention du spectateur, à mon sens. Il y a un souci de charisme en tant que tel déjà du personnage et de son écriture. Il passe au début du film à chouiner, puis après vaguement à essayer d'organiser une stratégie dont tu ne vois pas le sens. Il va aller récupérer une radio que tu sais qui ne marche pas, puis fin de compte il va se dire mais si je prends ma vieille radio et l'autre radio, ce qui pourrait être fait dès le départ, tu te dis mais c'est ça qui l'a motivé à risquer sa vie pour aller la récupérer. Il y a des vrais soucis d'écriture après. Il y a ce qui peut être intéressant dans le film. On regarde la filmo de Liman, c'est justement qui reprend certains éléments de structure narrative de son précédent film, qui était Edge of Tomorrow. Il y a ce côté-là dans la toute fin du film, dans la manière dont justement, par une petite astuce scénaristique, il essaye de jouer sur ce
qu'est grosso modo la situation en Irak et ce qu'elle est amenée à être encore et encore par cette notion qui est aussi dans le jeu vidéo de mourir et rejouer, mais qui se rejoue continuellement sous les yeux. Je trouve que si le film avait été à l'image, entre guillemets, en termes de ludisme de cette dernière séquence, au moins, si c'était resté dans ce degré de ludisme tout le long du film, j'aurais peut-être plus apprécié ma séance. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Maintenant, je mettrai des nuances sur certaines choses. D'abord, je trouve qu'il y a certaines scènes où il y a un découpage qui fonctionne. Je pense entre autres au premier échange de coups de feu, une partie de chute de mur aussi. Enfin, voilà. Après, sur le fond, je trouve aussi que le film est assez mal écrit et difficile à suivre. Il joue un peu au ping-pong avec son positionnement par rapport à cette guerre pendant tout le récit, avec les échanges qu'ont Aaron Taylor Johnson et le sniper ennemi, entre guillemets, en se positionnant à chaque fois, enfin en jouant à qui est le plus con tout le temps. Je suis d'accord avec toi pour dire que la fin, il y a un côté un peu plus jouissif. Mais alors là, on tombe dans un truc d'une lourdeur thématique, je trouve, à l'image de ce que beaucoup de gens ont dit sur ce conflit et sur ce qui en découle aujourd'hui, qui n'est pas totalement faux sur le fond, mais qui est quand même un peu lourd, je trouve en termes d'image de cinéma, quoi. Bah non, moi je m'étais pas fait cette lecture et je trouve que c'est une chouette lecture que Manu nous en propose, en tout cas de la fin du film. C'est vrai que parfois je me suis un peu légèrement ennuyé et donc en effet je repensais au traitement de la guerre en Irak dans le cinéma américain, je repensais à Des Mineurs, je repensais à American Sniper, etc. Mais je pense que c'est principalement une histoire d'écriture parce que je trouve, comme je l'ai dit en intro, que les éléments sont bien posés. Pour moi, la réalisation de Edge of Tomorrow, elle jouait énormément d'une esthétique et aussi d'un côté narratif ludique, vidéoludique, puisque voilà, Tom Cruise était obligé de refaire à chaque fois entre guillemets le même niveau et il arrivait plus loin dans le niveau à chaque fois dans le film, et donc il y avait une espèce de fluidité aussi dans la mise en scène. Au début c'était chaotique et puis en plus après la mise en scène faisait que ça devenait de plus en plus fluide. Ça se jouait quand même principalement en montage et dans plutôt les aspects humoristiques du film. Non, et le rapport masochiste de Tom Cruise à ça. Mais après, en termes visuels, t'étais quand même dans des séquences extrêmement attendues de la manière de filmer la guerre. C'était du D-Day comme chez Spielberg, avec des exosquelettes vus et revus dans un paquet de films de Japanimation. Il y a une guerre d'invention visuelle. Non, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait moi dans le film, c'était qu'il y avait une évolution au niveau du filmage de cette scène de guerre, parce que moi je trouvais que le début, les premières fois étaient assez chaotiques, et puis ensuite il y avait une certaine fluidité qui s'installait, une lisibilité qui s'installait au fur et à mesure que le personnage de Tom Cruise maîtrisait entre guillemets le jeu, quoi. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler d'Edge of Tomorrow. Ce qu'il y a, c'est que dans The Wall, je trouve que justement le setting qui ressemble aussi à un truc de jeu vidéo, voilà, il y a pas beaucoup d'accessoires, les choses sont mises à plat, voilà, il y a le mur, il y a le tas de ferraille, il y a le container, il y a le corps du pote qui est là. Tout ceci, je trouve que c'est relativement bien mis en place. Le problème pour moi, c'est un problème d'écriture qui fait que en fait, dans ce genre de film concept un peu, il faut avoir de l'idée tout le temps, quoi. Comme tu disais, le problème de la radio, il faut que la radio il l'a plus vite, il faut qu'il ait l'idée plus vite, et il faut qu'il y ait des choses qui se passent comme ça, qui soient surprenantes et qui parviennent à garder notre attention. Et là, malheureusement, ça fonctionne pas. Après, c'est vrai aussi qu'on a un problème d'empathie par rapport au personnage, et quand entre guillemets le trauma est révélé, on s'en fout comme de l'an 40. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Mais on se fout du personnage dès le départ, parce qu'en fait il réfléchit jamais vraiment à comment vraiment sortir de sa situation. Tu le vois assez peu réfléchir à l'action, à part un ou deux moments où il essaye de repérer par le son où se trouve le sniper, qui est peut-être une des séquences un peu réussies du film, mais t'as pas ce que tu vois justement chez des grands cinéastes stratèges comme Tony Scott ou comme McTiernan, où tu vois vraiment les gens penser l'action, et ta jouissance de spectateur, elle vient de là, parce que t'anticipes les coups à l'avance avec eux.
Moi, c'est exactement là-dedans, et c'est peut-être, mais c'est là-dedans, entre autres, dans cette espèce d'inefficacité, de manière de n'absolument pas savoir ce qu'il fout là de l'acteur principal, que j'y voyais vraiment une sorte de métaphore du conflit, avec d'un côté d'un mur un Irakien, de l'autre un Américain, entre les deux un blessé. Enfin, vraiment, je trouvais, même visuellement, je veux dire, pour moi, il se passait un truc là-dessus. Après, c'est peut-être moi qui ai essayé de combler des trous, j'en sais rien, et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Mais la fin, moi, me semblait vraiment, enfin, j'ai pas pu la voir autrement. J'ai jamais pensé au jeux vidéo, mais maintenant que vous le dites, ça me semble aussi être une piste évidente. Mais ouais, cette fin, je n'ai pu y voir que la continuité de cette réflexion qui était posée. Concrètement, le gars sait pas ce qu'il fout là, il sait pas ce qu'il fout, il sait pas comment il va s'en sortir, il sait juste que c'est terminé et qu'il attend que... Enfin voilà. Moi, j'y ai vraiment vu cette métaphore-là. Je pense que vos deux points de vue sont intéressants. Ça changera pas trop mon idée sur le film, qui est un film, voilà, une série B un peu à laquelle c'est cool de penser à autre chose, que ce soit les jeux vidéo, les films US sur la guerre en Irak ou la guerre en Irak elle-même pendant les multiples creux scénaristiques et rythmiques du film. C'est bien plus respectable qu'un paquet de films d'action actuels, mais c'est très faible, quoi. Ça manque de grands réalisateurs. Voilà, on va peut-être enchaîner justement avec un grand réalisateur et un grand acteur. On va vous parler tout de suite de Clint Eastwood et des 4 westerns qu'il a réalisés. Suddenly, his wife and child were dead. The feud was about to begin. Hound the swales to kingdom come. Because of what you did here today, I've got to kill that man. You'll have to run for it now. Hell is where he's headed. Clint Eastwood is the outlaw Josie Wales. He lives by the gun. He lives by his word. And he lives for revenge. Donc après avoir débattu de Sully, son dernier long métrage il y a quelques mois, Impitoyable, donc le dernier western en date réalisé par Clint Eastwood, ressort dans une copie neuve. Et donc on a eu envie, vu on va dire la minceur de l'actualité, de parler aussi des différents westerns que Clint Eastwood a réalisés tout au long de sa carrière. D'abord en parlant de L'Homme des Hautes Plaines, qui date de 1973, qui est un film qui a été réalisé entre Un frisson dans la nuit, donc son premier long métrage, et Breezy, son troisième, qui ouvrait déjà sur des pistes nettement plus personnelles et on va dire intimes que les 2 premiers films qu'il aura fait. Sachant que entre Un frisson dans la nuit et L'Homme des Hautes Plaines, il a quand même joué Henry Callahan pour la première fois. Et réalisé certaines séquences de l'inspecteur Harry au moment où Seagal était malade sur le tournage. Merci. Donc, L'Homme des Hautes Plaines, en gros, c'est une structure de western, on va dire classique. Un homme arrive dans une ville, c'est un justicier, il joue très bien des flingues. Et donc, les gens de la petite ville vont l'engager pour faire la peau à 3 types qui doivent revenir dans le village et qui menacent de faire un massacre en revenant dans le village. Et notre homme sans nom, interprété par Clint Eastwood lui-même, va, comment on pourrait dire, tourner un peu en bourrique les habitants du village avant l'esclandre finale, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du premier film d'Eastwood, du premier western d'Eastwood en tant que réal ? C'est peut-être déjà un des films qui appuie une partie du désaccord qu'il y a eu toujours sur la filmo de Clint Eastwood et notamment en France où le film a connu une réception critique absolument détestable, allant jusque dans une revue pourtant qu'on est, je crois, tous les 3 plutôt appréciée, qui est positif, à parler de Mein Kampf de l'Ouest américain. Les anathèmes de nazis, fascistes, courants dans la presse française à la sortie de ce film. Donc voilà, c'est intéressant de voir la différence de réception critique avec L'Homme des Hautes Plaines et après son dernier western Impitoyable où il est vraiment consacré comme grand auteur américain et de voir d'où la réception critique est partie, qui confond souvent le personnage public Eastwood avec le réalisateur Eastwood. Dès que Eastwood sort les armes, c'est un fasciste et le reste du temps, on va louer son humanisme quand le propos s'y prête, alors que l'humanisme est niché dans tous ces autres films-là aussi, quoi. Il faut dire quand même que L'Homme des Hautes Plaines, pour y revenir, c'est un film particulièrement violent, on va dire. Le personnage interprété par Eastwood débarque dans cette ville et au bout de 10 minutes, il a flingué 3 types et violé une nana, quoi.
Donc, c'est pas un personnage tendre dans le film. Après, on comprend au fur et à mesure du film pourquoi est-ce qu'il a été si cruel avec les habitants de la ville et pourquoi est-ce qu'il se montrera particulièrement, disons, même un peu vicieux, un peu torve avec tout le monde au cours du film. Mais voilà, c'est quand même un héros particulièrement violent, quoi. Et effectivement, c'est la figure masculine qu'a incarné Clint Eastwood pendant toute une série de films et avec lequel il va jouer cette ultra-masculinité aussi du personnage, qui est déjà le cas dans Un frisson dans la nuit, qui tournait justement à son désavantage, cette image du mal alpha qu'il pouvait avoir. Mais là, justement, la petite comparaison, si on doit tracer des lignes avec le reste de l'actualité ciné, en termes de symbolique, justement, il joue justement sur une symbolique de qui est réellement ce personnage-là et ce qui va révéler par sa venue de la pourriture de tous les personnages de cette petite ville. Et à ce niveau-là, il est beaucoup plus fin qu'un Ozon dans la symbolique parce qu'il raconte quelque chose. C'est ça aussi l'intelligence d'Eastwood. C'est justement malheureux de voir que la version française du film... On peut peut-être révéler la fin du film, hein, c'est-à-dire que l'homme des hautes plaines, le personnage principal est hanté par une espèce de réminiscence du passé où un marshal du village en question s'est fait battre à mort à coups de fouet. Et toutes les figures du village, le barbier, le maire, le shérif, etc., sont un peu complices de cet assassinat et ce passage à tabac. Et en fait, on va comprendre au fur et à mesure du film, et surtout dans l'ultime minute du film, que Clint Eastwood est en fait une espèce de réincarnation de ce personnage-là, qui reviendrait donc pour se venger de ses tortionnaires et aussi se venger de tous les complices qui font partie des personnages clés de ce village, quoi. Et comme tu le disais, c'est ça, de révéler la pourriture ambiante du truc. C'est là-dessus que je trouve le film particulièrement fin. Et de voir que la version française appuie et surligne l'identité réelle du personnage en éloignant tout élément fantastique et assez dommageable pour le film. Bah oui, parce que le film, il est assez classieux, hein. Il y a des très belles choses au niveau de la mise en image. Il y a des très beaux travelling, notamment l'entrée dans la ville, etc. Ça dure très longtemps, c'est très bien fait. Qui rappelle, je pense que c'est pas scandaleux de dire qu'on voit l'influence du western spaghetti, voilà. Sergio Leone, oui, complètement. Ouais. Mais ce qui fait vraiment l'originalité du film, c'est le traitement qui le rapproche d'un film fantastique, d'un film d'horreur, quoi. Je veux dire, les 15 dernières minutes, il y a presque des côtés slasher quand il va tuer les trois tortionnaires, et que t'en as un notamment qui est dans le saloon, et t'as le fouet qui sort du noir de la porte derrière lui, et qui vient attraper l'étrangler et le sortir comme ça. Ouais, et puis ce rouge qui est partout sur les vêtements. C'est vrai qu'il y a un côté un peu complètement... Le personnage a un côté diabolique, ou un côté, ce serait la mort incarnée. Toute la mise en scène donc de nuit avec les personnages qui se font tuer dans le noir, etc. Ça rappelle quand même très fortement le film d'horreur, même la musique, hein, qui est posée dès le début et puis à la fin. La musique est géniale. Ouais, la musique est assez chouette. C'est vraiment ça qui fait, pour moi en tout cas, qui fait le sel du film, quoi. Oui, et puis de comment Eastwood très vite a compris l'imagerie qui charriait à la fois de ce qu'il avait créé, ce que Léon plutôt avait créé avec lui, avec ce personnage de l'homme sans nom, dans la trilogie des dollars, et de s'en emparer, de détourner cette image-là constamment dans ce qui va être plus ou moins le cas dans presque tous ces films, avec des personnages presque sans nom, avec une aura fantastique qui traverse toujours le récit, et qui rend ces films assez envoûtants. Et sur ce point-là, je trouve que de ces 4 westerns, c'est le plus beau titre. High Plains Drifter en anglais, ouais, c'est ça, ou même L'homme des hautes plaines. Je trouve c'est le plus iconique et le plus poétique, je vais dire, de tous les titres des films de ces 4 westerns, dans cette même idée. Ok, on peut enchaîner avec son second western, toujours dans les années 70, Josey Wales hors la loi. Donc là, pour le coup, il n'interprète pas l'homme sans nom, puisqu'il est le personnage de Josey Wales. C'est un film qui a été réalisé entre La Sanction et juste avant L'épreuve de force, avec aussi sa femme de l'époque, hein, Sondra Locke. Un autre argument, on va dire, de western classique, c'est-à-dire qu'au début, il est fermier avec sa femme et son enfant. Il y a des mercenaires, je crois qu'ils sont nordistes, hein, si je ne me trompe pas, qui sont détachés de l'armée régulière, qui arrivent, qui violent sa femme, brûlent sa maison, tue son enfant, le laisse à moitié mort avec une balafre sur le visage. Et donc, Josey Wales, à partir de là,
va même renier Dieu, enfin, pas vraiment explicitement, mais on sent qu'il tourne le dos à sa foi catholique, et il va s'engager avec un autre groupe de mercenaires qui sont sudistes cette fois-ci, et ensuite on imagine qu'il va piller, tuer aussi à son tour, devenant à ce moment-là une espèce de l'homme le plus recherché de l'Ouest en gros, hein. Et à partir de là, le film est un peu, il est irrésumable, puisque c'est en fait, c'est ça aussi, pour moi, qui fait le côté vraiment charmant de ce deuxième western, c'est son côté picaresque, on peut dire. Il y a un côté comme ça, un peu feuilletonnant, il va rencontrer beaucoup de personnages qui vont former une espèce de petite troupe autour de lui, mais on va dire que surtout dans sa première partie, le film est assez structuré en comme des espèces de petits chapitres, ouvertement légers et comiques dans le film. Voilà, peut-être que vous avez des choses à dire sur ce film, moi je reviendrai plus tard. Intéressant parce que là aussi, il s'empare d'une structure codée qu'on pourrait attendre le film de vengeance, et fuir à mesure par ses digressions picaresques, l'amène tout à fait autre part, où au final le récit de vengeance revient se remettre dans les rails à la toute fin, mais toute la beauté du film, c'est ce voyage qu'il va faire avec cette sorte de famille recomposée, à moitié hippie, on peut dire. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça aussi la beauté du film, c'est de délaisser progressivement cet aspect vengeance pour essayer de reconstituer une famille, mais qui est complètement disparate. Et je pense que ça rejoint certains trucs qu'aura développé tout au long de sa carrière Eastwood vis-à-vis de sa représentation de la famille. La famille est plus souvent dans les êtres recomposés qui se rassemblent autour de quelque chose que réellement les liens du sang. Il faut voir notamment, je me souviens dans $1 Million et Baby, la séance avec la famille qui débarque à l'hôpital, c'est d'une violence. Je vois peu de cinéastes montrer ça. Mais c'est vrai que c'est surtout là que le charme du film, c'est dans cette famille recomposée, la manière dont elle va se composer aussi. Et faut dire qu'elle est composée d'Indiens et aussi de Blancs, de colons. Et ce qui est génial aussi, c'est que il parle aussi du racisme quelque part, parce que les Indiens peuvent pas piffer les autres Indiens des autres tribus, et les Blancs peuvent pas piffer les Blancs des autres États. Bon, en gros, personne peut se piffer, mais à la fin, quand même, on fait quand même une famille tous ensemble, quoi. Ouais, et puis tous les personnages existent à part entière, donc il y a vraiment... C'est la force du film. Un très bel antagoniste qui est son ancien lieutenant qui va se remettre bon gré malgré lui à le poursuivre, et avec une très belle fin, un très bel échange entre les deux, quoi. D'ailleurs, sur cette fin, il y a un côté aussi, de nouveau, comme tu disais, un truc qui laisse planer le doute, comme ça, un aspect un peu fantastique. Voilà, bon, bref, on spoil à mort, on s'en branle. Donc, José Welles devient vraiment une espèce d'icône. Un peu comme Biggie et Tupac, quoi. Je sais pas d'où sort cette référence, mais si tu veux. Et donc il se prend une balle et il va partir à cheval, et on imagine qu'il va mourir, et que sa légende va continuer, et on commence déjà quelque part à déformer la vérité. Il va mourir sur son cheval, et on peut imaginer que quelque part il survivra, peut-être à travers sa légende, peut-être que ce sera pour revenir, peut-être sous la forme de l'homme des hautes plaines ou du personnage d'un autre film. Enfin bon, il y a quelque chose d'assez beau avec ça. Presque du personnage d'impitoyable. Et c'est ce qui ramène justement, que ce soit dans les films d'Eastwood, dans Impitoyable entre autres, puis dans le western en général, un rapport fort le rapport entre la légende et la réalité. Cela serait plutôt hérité de Ford, n'est-ce pas, plutôt que de Léon ? Ouais. Voilà, et l'homme qui tue, Liberty Balance. Oui et non, parce que je pense qu'il a conscience de la mythologie qu'a créé Léon autour de l'homme sans nom, et de comment il s'en empare, comment aussi très tôt il va se vieillir vachement dans ses films, ce qui fait qu'on a une image un petit peu atemporelle d'Eastwood. Ouais, je signale quand même que dans ce film, Clint Eastwood ne viole personne. Mais il sauve du viol une jeune squaw qui va devenir un des personnages de sa troupe, entre guillemets. À travers les quatre films, son rapport au personnage féminin, au pluriel, est aussi assez intéressant. Donc dans L'homme des hautes plaines, il va donc une des femmes maléfiques de cette ville, il va très vite la violer. Ensuite, il va avoir d'autres rapports avec un personnage qui est présenté de manière un peu plus droite moralement. Et là, la femme va lui sauter dessus pour l'agresser. Mais bon, cette agression se transforme en étreinte. Donc en gros, quand même, dans le premier film, Clint Eastwood emballe toutes les nanas. Mais dans Josie Wells hors la loi, il va quand même un moment essayer d'avoir des rapports sexuels avec cette squaw, mais elle sera déjà occupée, donc il va contenir sa fougue. Et après, Sondra Locke, qui apparemment, enfin même ça se voit dans le film, et c'est raconté dans le film, à genre bien 20 ans de moins que lui, va lui faire des avances,
et il va d'effleurer le personnage qui est joué par Sandra Locke dans le film. Avant la suite de ce qui se passera dans le reste des... Après, je sais pas si c'est une évolution du traitement des personnages féminins chez Eastwood. Je pense que c'est lié à la nature chaque fois de chaque récit et de ce qu'il amène. Le personnage dans L'Homme des Hautes Plaines est violé dès le départ du film parce que c'est aussi la caractérisation de ce personnage-là, quoi, tu vois. Je suis pas sûr de voir une évolution que Eastwood portait sur ces personnages-là, quoi, tu vois. Dans le prochain film dont on va parler, Pale Rider, il est de nouveau, comment dire, courtisé par de très jeunes filles, encore. Et il le sera encore dans Impitoyable. Et je pense que c'est justement dans Impitoyable que c'est le plus intéressant. Mais bref. Ouais, dans Pale Rider, c'est presque un gag, quoi. Ça va pas très loin, quoi. Non, mais contrairement bon, dans Impitoyable, pour moi, c'est une des plus belles scènes du film. Quand il refuse le passe-droit que lui propose. Mais on peut parler de Pale Rider maintenant, mais pour le personnage de la jeune fille dans Pale Rider qui vient lui faire des avances, c'est très très important. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'elle va ensuite se mettre en danger. C'est le refus de Clint Eastwood de succomber aux avances de cette jeune fille qui va faire qu'elle va se mettre en danger. Et c'est surtout Eastwood en tant qu'acteur va toujours se mettre en danger aussi dans des rôles assez malaisants, quoi. Je veux dire, t'imagines peu aujourd'hui une grande star du calibre d'Eastwood à l'époque interpréter ce type de personnage aussi retors ou assumant à ce point-là certaines de ses pulsions. Mais justement, quand il passe dans Josie Wells, donc il a des pulsions sexuelles, il est attiré par des femmes, et justement il va y avoir un changement à partir du moment où il est dans Pale Rider, parce que voilà, donc Pale Rider, c'est le film qu'il fait en 1985, enfin qui sort en 1985, qui est un remake à peine déguisé de L'Homme des Vallées Perdues de George Stevens. Et c'est le film qui fait juste après Honky Tonk Man. Et Honky Tonk Man pour lui et La Corde Raide pour les studios, à mon avis. Et donc, c'est de nouveau, ça va reprendre la même structure de western que L'Homme des Hautes Plaines, c'est-à-dire que c'est un village qui subit l'assaut de propriétaires terriens qui veulent les chasser pour pouvoir récupérer le terrain. Et donc les gens de ce village vont engager Clint Eastwood, qui, si je ne me trompe pas, n'est pas nommé non plus dans le film. Il sera juste appelé le révérend, je pense, puisque on apprendra assez vite qu'il est pasteur. Et donc ils vont engager ce révérend pour les défendre, en tout cas pour organiser la rébellion et la défense. Faire valoir leurs droits vis-à-vis de cette grosse société minière. Voilà, c'est ça. Que pensez-vous de ce film, celui-là ? J'en pense évidemment que du bien, comme des 4 films d'Eastwood dont on parle aujourd'hui. Maintenant, c'est probablement des 4 celui qui m'intéresse le moins. Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur de ces 4 westerns d'Eastwood, mais ça reste quand même d'un très haut niveau. Il sombre pas dans la bouillie visuelle que vont être les années 80. Je veux dire, t'es quand même d'assez tenue. Hein. Après, ce qui est intéressant, c'est encore une fois la jeune fille du film qui va, au moment d'enterrer son chien qui a été massacré par les pillards, va faire une prière à Dieu et invoquer vengeance, et monter encore une fois de manière très poétique par des petites surimpressions, un montage alterné avec l'arrivée progressive d'Eastwood, ce personnage qui descend des plaines avec cette incantation, et je trouve ça assez beau, cette manière toujours d'introduire son personnage là. C'est vrai qu'après avoir appelé quelqu'un pour les sauver, entre guillemets, en enterrant son chien, elle va ensuite lire le passage de la Bible lié aux 4 cavaliers de l'Apocalypse à sa mère, et c'est à ce moment-là que Clint Eastwood va arriver sur son cheval blanc, un cheval quasiment identique à celui qu'il chevauchait dans L'Homme des Hautes Plaines. Donc on peut imaginer que déjà il avait cette référence en tête de manière moins explicite quand il a fait L'Homme des Hautes Plaines, quoi. Le statut en fait du personnage qui est interprété dans Eastwood, et aussi la manière dont tout son passé avec l'autre figure, un peu le mercenaire qui est appelé pour venir régler leur compte à tous ces colons et à les virer là. Tous les deux, ils ont un peu un statut un peu mystérieux, un peu le grand méchant et le pasteur qui vont à la fin s'affronter, et qui aurait une espèce de contentieux entre eux, mais finalement on n'en saura jamais rien. Et c'est ça la force du film, c'est justement de suggérer des choses, et ça rend d'autant plus ces personnages d'autant plus iconiques, d'autant plus forts. C'est aussi le rapport entre l'Amérique
spirituel et l'Amérique capitaliste, on pourrait dire. Ouais, tu veux dire le propriétaire terrien, les miniers, machin, et les deux personnages un peu ésotériques. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Enfin, du coup, ouais, il y a quand même de ça. Pour moi, il y a un truc qui est aussi intéressant dans Pale Rider, c'est le fait qu'il marque quand même une certaine rupture par rapport aux deux films d'avant, qui sont dans une esthétique assez lumineuse, un peu post-western spaghetti. Pale Rider, c'est un western des montagnes, quoi. Un western dans la neige, un western où on est dans des tons beaucoup plus froids. Il y a une scène assez étonnante quand même quand il va chez les... Donc justement, quand la jeune fille s'en va sur son cheval parce qu'elle est fâchée contre Clint qui a refusé ses avances, elle va voir la mine, elle tombe sur le fils du propriétaire. Et ils sont en train de défoncer le roc avec de l'eau sous pression et il lui explique tout le truc. C'est une scène quand même qui est assez longue avec des plans qui insistent quand même sur cette eau qui intervient dans l'exploitation minière. Il y a des thématiques un petit peu écologiques qui sont développées ici. Alors c'est vrai qu'il y avait le côté un peu hippie dans José Wells, j'y avais pas pensé. T'as même des séquences en plein Mystiformie, dans des festivals un peu hippies déjà. Tu sens que je pense qu'il est assez proche de certains courants vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, dans Breezy, c'est ça aussi, c'est le rapport entre le vieux patriarche et la jeune hippie, donc il y a déjà ce rapport-là. Ouais. Très bien, voilà, je pense qu'on peut maintenant passer au gros morceau, puisque même en off, on en parlait. Il y a peut-être justement dans Pale Rider un truc notable, quand on parlait justement de la séquence de fin, on voit déjà qu'on est dans les années 80, où on est déjà dans une grande scène d'action finale. D'une certaine façon, on a un peu moins ça, c'est beaucoup plus minimaliste malgré tout dans ces deux précédents films, ce type de séquence-là, on a vraiment une grande séquence d'ampleur avec tout un jeu de cache-cache. Et il y a aussi quelque chose qu'on voit dans quasiment tous les films d'Eastwood hors western, souvent le traitement de la violence avec ces caméras en grande contre-plongée où le personnage principal est frappé à terre avec cette caméra en grand angle qu'on retrouve déjà chez Siegel, mais qu'on va retrouver, je crois, dans des séquences de passage à tabac aussi dans Grand Torino. Il a cette même façon de traiter la violence de manière hyper sèche. Les passages à tabac sont assez réguliers dans les films d'Eastwood, et généralement Eastwood aussi se fait régulièrement rosser. Ce qu'on voyait déjà chez Sergio Leone, il y a des longues séquences où il s'en prend plein la gueule. Il y a un côté quand même où le personnage souffre avant autre chose. Hein. Et là, tu nous fais un super pont parce que quand même dans le dernier western dont on n'a pas encore parlé, il y a une séquence mémorable où Clint Eastwood va se faire rosser. Et donc... Il rampe dans la boue. Donc, Impitoyable, c'est donc le film qui est sorti en 92, donc en 92, et qui aura 4 Oscars l'année d'après, qu'il fera juste après Chasseur blanc, Cœur noir et La Relève. Et en effet, comme le disait Manu tout à l'heure, c'est vraiment le film qui va l'asseoir en tant qu'auteur international et qui va le faire devenir respectable, on va dire, aux yeux de tous. Donc, Impitoyable, c'est l'histoire de William Money, qui, au début du film, on apprend qu'il était un tueur sanguinaire, mais qu'il a trouvé une femme qu'il a remis dans le droit chemin. Et au début du film, donc, cette femme est décédée, et on le rencontre alors qu'il vit avec ses 2 jeunes enfants, et qu'il élève des porcs, notamment. Il est devenu fermier. Et il y a un jeune garçon qui se fait appeler le Kid, qui vient le retrouver pour que William Money l'aide à venir foutre la pâtée à 2 types qui ont lacéré une jeune prostituée parce qu'elle s'était moquée de la taille du pénis de son client. Voilà, donc allez-y sur Impitoyable. Parler toujours de films à la lisière des genres et à l'orée du genre fantastique. Je ne sais pas si vraiment Impitoyable est un western en tant que tel, ou s'il se passe dans le décor de l'Ouest américain, dans un décor de western, mais pour moi il s'apparente beaucoup plus à un film noir. Ce personnage de William Money qui porte ce fardeau de culpabilité tout au long du film, dans la manière assez expressionniste dont se déploie le film, notamment dans son final. On est plus pour moi dans une représentation de film noir et de personnages de film noir qui se mentent un petit peu aussi à eux-mêmes sur ce qu'ils sont. Je veux dire, c'est assez intéressant de voir que le personnage de William Money se ment à lui-même en disant qu'il est fermier alors qu'il ne l'est strictement pas. Le personnage de Gene Hackman se ment à lui-même en pensant qu'il est un immense charpentier, ce qu'il n'est absolument pas. Le Kid, justement, se ment à lui-même en pensant qu'il est un tueur, ce qu'il n'est pas aussi foncièrement. Il y a quand même évidemment du western, parce qu'il y a aussi une réflexion sur l'Ouest américain, sur tout ça.
mais il y a une forte forte influence du film noir dans le film, comme j'ai l'impression dans beaucoup, enfin il y en a eu peu, mais dans beaucoup du peu de western contemporains qu'on a pu voir. Et je me demande justement si c'est pas impitoyable. Je pense à Common Sharia, je pense au remake de 3h10 pour Yuma, je pense à tous ces films-là qui ont pour moi quand même aussi un rapport au film noir comme impitoyable, et à mon avis, il y a un lien il y a une influence d'impitoyable sur ces films-là. Par rapport aux personnages, comme tout ce que tu viens de dire est très vrai, il y a aussi que dans Impitoyable, chaque personnage, mais vraiment, on pourrait les citer un par un, représente quelque chose. Freeman et sa compagne, qui sont donc lui noir et elle indienne, sont les deux personnages les plus, je veux dire, foncièrement pacifistes du film. Je sais pas s'ils sont les plus pacifistes, parce que lui, il n'hésite pas à repartir en guerre, mais en tout cas, il est peut-être le plus... c'est peut-être les personnages les plus équilibrés, on va dire. En tout cas, ceux qui ont l'air d'avoir un équilibre plus... oui, c'est stable. Ça. Espèce de scribe là. Le journaliste qui est engagé pour écrire l'histoire de Little Bill, etc. Ouais, cette espèce de fascination morbide d'un média. T'as Hackman qui représente aussi une sorte de violence de l'ordre établi que Eastwood essaiera par la violence aussi, mais de retourner. Justement, l'ordre chez Eastwood est rarement assimilé à quelque chose aussi de bien. On a déjà ça dans José Wells, où ceux qui ont gagné sont les sales types. Et donc c'est intéressant de voir que ces personnages ne représentent pas forcément le bien ou quoi que ce soit. De toute façon, je pense que dans le film, personne ne représente le bien, même à la limite celle qui pourrait se rapprocher le plus d'une forme de... C'est la victime, c'est la prostituée. C'est ça, mais et encore qui vont quand même faire appel à des tueurs. Donc, enfin, voilà. Elle ne souhaite pas. Même si ce n'est pas dit explicitement, je crois, dans le film, mais on le sent dans le jeu de l'actrice, cette distance qu'elle a et qu'elle est prise dans un engrenage qu'elle ne souhaite pas forcément. C'est vrai. Parce que quand le type arrive, fait son mea culpa et va pour donner le cheval, on sent que la fille, la victime, est quelque part plus encline à passer entre guillemets la pilule, quoi, et qu'on arrête de parler de ça et qu'elle puisse enfin passer à la suite. Et je pense que de toute façon c'est ça aussi le problème pour William Honey, qui doit passer à autre chose. Il y a un truc qui m'a frappé, j'avais pas revu le film depuis longtemps, mais ce qui m'a frappé en revoyant le film, c'est que c'est un film déceptif, quoi. Il va y avoir 2 meurtres dans le film, alors que dans les 3 films dont on a parlé avant, il va tuer des dizaines et des dizaines de personnes. Et là, donc, t'en as un qui se fait tuer sur une toilette, et l'autre, on le voit pas parce que c'est déjà un sniper et ça se fait de super loin, et il a juste la balle dans le ventre, et il va se vider de son sang, en gros. En réclamant de l'eau, ça a la scène dure. Ouais, c'est complètement vidé de tout potentiel héroïque. Et voilà, le grand héros, donc voilà, le tueur, au début du film, il tombe tout le temps, il tombe dans la merde de cochon, après il est malade, il se fait rosser, il boit pas, il baisse pas parce que la fille lui fait des avances, il veut pas, enfin, et tout est toujours comme ça. C'est une espèce de personnage qui va créer en fait que la déception quelque part chez le spectateur, en tout cas qui va le prendre le spectateur à revers, quoi. C'est un truc même, j'ai vu le film un certain nombre de fois, et à chaque fois que je le revois, j'ai quand même ce même truc au début de trouver un peu appuyé le côté vieillissant du personnage, quoi. 3 ou 4 fois on le voit tomber de son cheval, enfin tu vois, Ouais, mais je pense que c'est justement moi une des choses auxquelles je serais gré à Eastwood, c'est le film est extrêmement noir, mais justement la répétition crée aussi un petit peu de quelque chose de cocasse. D'une certaine manière, c'est ça qui rend le personnage un peu plus pathétique, un peu moins chargé. Mais c'est vrai qu'il y a un côté cocasse dans le film. C'est voulu, je sais bien que c'est voulu et que ça apporte un truc cocasse, parce que dans le film ça a une cohérence. Mais c'est vrai que par exemple, il y a une scène avec donc Gene Hackman qui a repris l'espèce de biographe à English Bob qui est interprété par Richard Harris. Donc il est dans sa maison, là, il se croit un charpentier, comme tu l'as bien dit. Mais en fait, il n'est pas du tout charpentier, tout est traviole et tout cool dans la maison, etc. Il y a un côté super drôle à avoir cette maison, visuellement drôle d'avoir cette maison pleine de trous. Et quand le biographe dit vous devriez pendre votre charpentier, là il y a un moment dans le jeu de Gene Hackman où tu te dis putain, ça va mal se passer, et puis finalement je sais plus ce qui le sauve. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il porte un regard sur
sur toute une Amérique, sur tous ces personnages aussi vicieux soient-ils. D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve formidable quand, je sais plus qui lui demande, lui rappelle son passé de tueur, il dit oui, comme tout le monde, quoi. Surtout, par rapport aux 3 films d'avant, c'est le film où il montre que putain, buter un mec, c'est pas marrant, quoi. Ah ouais, c'est ça, et c'est pour ça que, je veux revenir sur 2 choses. Un, sur ce personnage qui écrit donc un bouquin sur un peu qui lui propose, ou qui se libère pour être le sujet de ces bouquins. Et retourne sa veste, comme tu le dis, mais il cherche aussi à chaque fois là où il pourra raconter les plus belles histoires de mort et les plus belles histoires de violence, etc. Il se rattache à chaque fois à la personne qui lui offrira ça. Et pour revenir aussi sur les scènes de meurtre sont en effet assez horribles et déjà elles traînent, totalement anti-héroïques. Et par contre, à chaque fois, il y a une très belle scène qui en découle. Et probablement pour moi l'une des plus belles du film, c'est celle où ils attendent avec l'orage qui arrive sous l'arbre et que t'as qui se saoule la gueule. Qui se saoule la gueule et qui raconte qu'il a tué quelqu'un, que c'est la première personne qui tue, qu'il avait menti avant, et que du coup Eastwood se sent d'une manière, je pense, responsable de l'avoir mené à ça. Les scènes sont souvent minées, où il y a toujours un sous-texte, parce qu'il n'y a pas que ces scènes-là de pure violence, mais par exemple, une des scènes qui m'a toujours marqué dès la première vision et qui continue à me hanter chaque fois que je vois le film et quand j'y repense, qui est la scène d'échange où la jeune prostituée qui a été victime de ces 2 gars-là et qui a été balafrée propose ses services à Clint Eastwood, proposition que décline Eastwood, et il y a cet échange où il se tourne le dos, il ne se regarde, nous elle lui tourne le dos mais il ne se regarde pas, et essayant un peu de se rattraper, lui dit que c'est juste parce qu'il est marié, qu'il est fidèle à sa femme, qui décline la proposition, mais sinon il serait ravi que ça soit avec elle. Et cette chose-là est minée et même ramenée après dans le film, parce qu'elle va apprendre que sa femme est morte, etc. Et pourtant, le personnage ne ment pas foncièrement. Il est fidèle à l'image que sa femme voulait de lui d'une certaine façon. Ce sous-texte que qu'amène Eastwood dans toutes ces séquences-là fait aussi la beauté, que c'est que le film n'est jamais évident, n'est jamais sur un seul niveau de lecture. Mais en voyant L'Homme des Hautes Plaines, à un moment, je sais pas si donc, dans L'Homme des Hautes Plaines, le personnage d'Eastwood va faire maire et faire shérif en même temps le nain, le personnage qui est interprété par un acteur nain, qui lui aussi a des remords par rapport à ce qui s'est passé. Et à un moment, l'acteur, donc le Mordecai s'appelle, lui demande « Mais une fois qu'on les a tués, qu'est-ce qu'on fait ?» Et Eastwood dit « Vous vivez avec. » Vivre avec, c'est précisément quelque part le sujet, c'est un des gros sujets d'Impitoyable. En découle aussi la beauté du geste de... le mec fait son dernier western en tant que réalisateur et en tant qu'acteur. On sait pas encore, il est encore actif. C'est vrai, mais jusqu'à présent, il balaye tout ce qu'il y a aux alentours de lui, en tout cas dans cette période et ce qui a suivi à ce niveau-là. Cette manière de reprendre ce qu'il a été, et le film se termine avec ce personnage qui part dans l'ombre, dans la pénombre, pour disparaître là-dedans. Si on prend un peu de recul sur la carrière, sur la filmographie, qu'on voit tout ce qu'il a représenté pour le western et terminé, en tout cas jusqu'à présent, de cette manière-là, c'est quand même d'une classe. Ok, on va conclure là-dessus et on va passer tout de suite au conseil. Just because we're going on this killing, that don't mean I'm gonna go back to being the way I was. Are you really gonna kill them cowboys? I do not like assassins or men of low character. We ain't bad men no more. We're farmers. They're a lot of savages! A bunch of bloody savages! Assassins! Well, I guess they have it coming. We all have it coming, kid. Some legends will never be forgotten. Some wrongs can never be forgiven. Any man don't want to get killed. Better clear on out the back. Unforgiven. Alors, sur ces bonnes paroles, qu'as-tu à nous conseiller, Manu ? Moi, je vais vous conseiller une très belle édition Blu-ray qui sort chez l'éditeur indépendant Le Chat qui Fume, qui fait un super boulot éditorial dans le domaine du cinéma transalpin des années 70, avec le film La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, qui est resté longtemps inédit en France, et qui paraît enfin dans une superbe collection avec de très beaux bonus et un master irréprochable. C'est peut-être un des meilleurs films de Fulci. Ils avaient déjà édité Venin de la peur, qui était aussi
un inédit de Fulci, sorti je crois en France sous le nom de Carole, les salopes vont en enfer. Un superbe giallo. Et un superbe titre. Un superbe titre, oui, la c'était la grande époque du cinéma d'exploitation. Donc voilà, en tout cas, c'est un des plus grands films de sa carrière. C'est aussi une petite initiative à soutenir d'éditeurs indépendants qui font un super boulot éditorial dans la sortie de Fil du patrimoine. Donc voilà, c'est autant pour le film que pour ce type de démarche d'éditeurs indépendants à soutenir. Voilà, on vous conseillera La longue nuit de l'exorcisme pour rafraîchir vos nuits d'été. Moi, je vais rebondir sur ce que disait Oli dans la dernière émission sur le dernier Desplechin, Les fantômes d'Ismaël. Alors bien sûr le film est grotesque, est foutraque, est beaucoup trop ample pour ce qu'il est, mais il y a quand même tout ce que j'aime chez Desplechin derrière ça, et c'est pas un grand Desplechin, mais moi je trouve qu'il vaut quand même le détour, ne serait-ce que pour quelques scènes où il y a pour moi quand même des vrais moments de cinéma. Et puis je me souviens que tu disais que Amalric et Desplechin arrivaient à une impasse. C'est sûr que c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais je trouve quand même que Amalric, il arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Donc voilà, ouais, c'est très certainement pas un grand film, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc je conseille Les fantômes d'Ismaël. Eh bien, grand bien te fasse, Lucien. Lucien est en thérapie, faut-il le rappeler. Et moi je conseillerais un film qui va sortir en France à la mi-juillet, qui s'appelle La Région sauvage et qui est réalisé par le Mexicain Amat Escalante. Non, ne partez pas. C'est vrai que il est connu pour ses films comme Ellie par exemple, ou ceux de son collègue Michel Franco qui avait fait Después de Lucia, un film qui prenait comme contexte une fille qui se faisait cyberharceler, qui était atroce, mais qui justement était en même temps fascinant à regarder parce que mis en scène avec une précision presque, chirurgicale. Là, le film, justement, ce qui est pas mal dans La Région sauvage, c'est que ça s'aventure sur des terres fantastiques, donc c'est quelque chose qui est assez ovniesque. Vous verrez pas beaucoup de films, à mon avis, aussi à la lisière entre le réel et le fantastique, et aussi singuliers, qui sortiront dans les circuits conventionnel cette année. Si, il est impitoyable quand même. C'est plus particulier qu'impitoyable. Mais, même si Impitoyable est un film particulier dans un autre sens. Mais bon, Manu, tu me fais m'égarer, voyons. Donc voilà, c'est un film qui est porté par, en plus, un très beau personnage féminin. Voilà, il faut se laisser happer par ce film qui reste vraiment bien dans la tête et qui... c'est un film qui hante. Voilà. Très bien, écoutez, on essayera de se retrouver courant du mois d'août ou début septembre. Et sur ce, je vous souhaite un bel été et à bientôt. Merci, au revoir.